Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Alors, je suis très heureux, Mélanie, d'être avec vous et tous les patients de l'association HTAP France. On a une relation très proche, on se connaît depuis de très nombreuses années et on a ensemble développé beaucoup de progrès et d'innovations dans le domaine du traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors aujourd'hui, je suis enregistré, mais bien sûr, mes collègues, Olivier Sidbon, David Montagny et d'autres seront présents. Je crois qu'il y a aussi Laurent Saval qui va essayer d'être avec vous. Eh bien, et Xavier probablement, on va essayer aujourd'hui de discuter d'une nouvelle option de traitement qui est en train d'apparaître et qui pourrait être intéressante dans le cadre de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, pour faire très simple, vous êtes tous des patients ou des aidants ou des amis de l'association HTAP France et vous savez que depuis maintenant 30 ans, on a développé énormément de nouveaux médicaments pour l'hypertension artérielle pulmonaire, mais quand on les regarde en détail, tous ces médicaments sont ce qu'on appelle des vasodilatateurs. Ça veut dire qu'ils dilatent les vaisseaux. Les vaisseaux sont resserrés et on les dilate. Ça pourrait être tout à fait satisfaisant si les vaisseaux étaient simplement contractés comme une crampe au niveau d'un muscle et avec le médicament, on dilate le vaisseau. Mais en fait, l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est un peu plus compliqué qu'une simple contraction des vaisseaux. Il y a aussi ce qu'on appelle un remodelage, c'est-à-dire un genre de cicatrice des vaisseaux qui sont épaissis et qui ne sont pas que contractés, mais qui sont aussi obstrués, qui sont bouchés par la prolifération, le développement de la paroi du vaisseau. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris de façon très claire très tôt quand on a analysé l'hypertension artérielle pulmonaire. Malgré tout, depuis 30 ans, les traitements qui dilatent ont été très utiles. Alors, vous savez, il y a trois grands types de médicaments qui dilatent. C'est ceux qui dilatent en activant la prostacycline, ceux qui dilatent en activant la voie du monoxyde d'azote et des médicaments qui dilatent en bloquant la voie de l'endothéline. Tout ça, je ne vous le fais pas en détail, mais ça veut dire qu'on a trois grandes familles de médicaments. Même s'il y a 14 médicaments, il y a trois grandes familles de médicaments. Et ces trois grandes familles de médicaments ont abouti à des progrès très importants dans le domaine de l'hypertension artérielle pulmonaire. Vous êtes tous témoins du fait qu'on a des médicaments disponibles. Et quand on regarde les plus grands progrès depuis 10 ans, les plus grands progrès depuis 10 ans, ça a été les progrès liés à l'association des médicaments entre eux. Soit l'association au début, c'est-à-dire dès le début de la prise en charge, on donne 2 ou 3 médicaments pour essayer d'améliorer rapidement l'état des patients, ou alors on met 1 ou 2 médicaments et on en rajoute un deuxième ou un troisième uniquement si les objectifs de traitement ne sont pas atteints. Donc ça a été les grands progrès des années 2010 avec ce qu'on appelle les traitements combinés. Alors malgré tout ça, malgré la possibilité de combiner 1, 2, 3 médicaments ensemble, eh bien, pour les patients, et vous savez ça mieux que moi, il y a encore des progrès à faire. Les patients sont toujours limités à l'effort pour beaucoup d'entre eux, mais il y en a qui vont très bien. À peu près la moitié des malades vont très bien. Mais quand même, la limitation à l'effort, la nécessité d'être hospitalisé, la complexité de certains médicaments qui s'administrent par voie inhalée ou par voie sous-cutanée ou par voie intraveineuse, tout ça, ça nous fait penser qu'il y a encore des progrès nécessaires. Et chaque année, vous le savez également, certains patients doivent être transplantés parce que les médicaments ne sont pas assez efficaces, ou alors malheureusement, certains patients décèdent, et on en est tous très meurtris. Et il faut à tout prix qu'on essaye de développer des innovations. Alors, comment développer des innovations? C'est très simple et on se connaît tellement bien, vous savez, la passion qu'on partage avec vous, de comprendre comment se développe cette maladie. Et mieux comprendre, ça nous permet de connaître exactement les mécanismes qui aboutissent à la maladie et éventuellement identifier
des zones de faiblesse de la maladie sur lesquelles on peut intervenir. Et c'est là où on essaye de faire, mais comme mes collègues dans d'autres maladies rares, hein, par exemple la mucoviscidose, vous savez que dans la mucoviscidose, très très longtemps, il y avait très peu de médicaments traités par les antibiotiques et des kinésithérapies. Et puis ensuite, on a compris comment le gène à l'origine de la mucoviscidose, comment il fonctionnait. Et on a pu développer des médicaments qui visent à améliorer la fonction du gène. Et donc là, on en est à peu près au même niveau dans l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est-à-dire que dans l'hypertension artérielle pulmonaire, dans les années 2000, on a compris un peu mieux comment survenaient les formes familiales d'hypertension pulmonaire. Alors, beaucoup d'entre vous n'ont pas de forme familiale d'hypertension artérielle pulmonaire, mais ce qui a été important dans le monde de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est d'identifier déjà au niveau des familles porteuses de maladies comment la maladie s'organisait, quels étaient les gènes en cause. Eh bien, le gène principal en cause de la maladie hypertension artérielle pulmonaire familiale, c'est un gène dont on a parlé régulièrement à l'association de patients, c'est le gène BMPR2. Eh bien, ce gène BMPR2, c'est en fait un gène qui code pour une protéine qui est une protéine d'un récepteur qui est à la surface des cellules qui sont au bord des vaisseaux pulmonaires, qu'on appelle cellules endothéliales ou musculaires lisses. Et ce gène qui code pour cette protéine, en fait, il explique la fonction des cellules qui bordent les vaisseaux pulmonaires. Et ça explique en grande partie pourquoi il y a ce qu'on appelle un remodelage, pourquoi les petits vaisseaux pulmonaires deviennent épaissis et deviennent finalement obstrués. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été important dans notre compréhension des mécanismes qui arrivent à l'hypertension artérielle pulmonaire familiale. Et l'immense découverte qui a été faite dans les années 2000, c'est que des formes qui ne sont pas familiales, des formes qui ne sont pas familiales du tout, par exemple des formes que nous on appelle sporadiques, qui apparaissent comme ça, sans qu'on comprenne bien, bien, elles sont caractérisées aussi par des anomalies de ce gène, et même des hypertensions artérielles pulmonaires associées à des causes qu'on croyait bien comprendre, comme par exemple des maladies congénitales du cœur, ou la sclérodermie, ou l'hypertension portale, les maladies chroniques du foie. Eh bien, toutes ces maladies ont en commun des anomalies de cette protéine BMPR2, de ce récepteur BMPR2. Et donc, on a été dans beaucoup de groupes de travail qui ont eu comme mission de comprendre le rôle du récepteur BMPR2 dans ce qu'on appelle, nous, l'équilibre des vaisseaux pulmonaires. Comment les vaisseaux pulmonaires normaux ont une fonction que je pourrais qualifier d'harmonieuse, de bonne de la voie BMPR2, et comment tout cela aboutit à un équilibre harmonieux entre le développement des cellules et des vaisseaux et l'absence d'obstruction chronique des vaisseaux. Et donc, nous, on montre toujours ça sous forme d'une balance, d'un équilibre entre deux voies principales. La voie qui est la voie du BMPR2, qui est en fait un genre de frein. C'est comme si vous aviez une pédale de frein dans une voiture. La voie du BMPR2, elle empêche le système de s'emballer et d'avoir trop de cellules qui s'accumulent au niveau des petits vaisseaux pulmonaires. Et en face, il y a une autre voie qui est l'accélérateur. Vous voyez, le frein, l'accélérateur. Eh bien, l'accélérateur, c'est la voie qu'on appelle du TGF-bêta et de l'activine. Eh bien, l'accélérateur est très important pour accumuler des cellules autour des vaisseaux pulmonaires. Donc, très très simple, normalement, le frein et l'accélérateur sont en équilibre. Dans l'hypertension artérielle pulmonaire, ça ne freine pas assez et donc l'accélérateur
va accélérer et tout ça, ça va aboutir à un remodelage, à une accumulation de cellules, à une cicatrice au niveau des petits vaisseaux pulmonaires. Et donc, quand on a une hypertension artérielle pulmonaire, qu'elle soit familiale ou dans des contextes associés très variés, il y a un déséquilibre de l'équilibre entre freinage et accélération. Et donc, on a compris de façon très, très fine que dans l'HTAP, pas assez de frein, donc trop d'accélération. Et l'idée générale de la nouvelle approche de traitement avec le sotatercept, c'est de donner un traitement qui va autoriser de ne plus accélérer, d'arrêter d'accélérer et finalement de rééquilibrer la balance entre prolifération et remodelage. Qu'est-ce que c'est que le sotatercept? Le sotatercept, c'est ce que nous, on appelle une biothérapie. Alors, une biothérapie, ça veut dire que c'est en fait quelque chose qui s'administre par voie sous-cutanée toutes les 3 semaines. C'est une simple piqûre, comme moi je fais chez les malades asthmatiques sévères, qui toutes les 2 à 4 semaines s'administrent tout seul à la maison un anticorps qui va rééquilibrer leur inflammation bronchique. Et bien, de la même façon, dans l'HTAP, on a créé une protéine qui s'appelle sotatercept, et c'est en fait un récepteur associé à un anticorps. Et ça va agir comme un piège. Et c'est un piège qui va attraper tout ce qui favorise l'accélération. Et donc, vu qu'on n'a pas assez de frein, en piégeant ce qui accélère, on va rétablir l'équilibre. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Je ne veux pas faire des explications trop compliquées, mais la première chose que je voulais vous dire, c'est que si ce traitement se développe, ce n'est pas quelque chose qui va remplacer les vasodilatateurs, c'est quelque chose qu'on va rajouter au traitement actuel, peut-être pour les simplifier à moyen terme, mais on ne va pas remplacer tous les médicaments que vous connaissez, on va donner un traitement additionnel qui va essayer de rééquilibrer les anomalies que l'on observe au niveau des petits vaisseaux pulmonaires. Alors, j'ai des collègues qui travaillent à Harvard, qui sont extrêmement agréables et tout à fait accessibles, qui ont développé des modèles chez des animaux de la maladie et qui ont montré que cette molécule, le sotatercept, elle pouvait chez les animaux rééquilibrer les choses et permettre d'améliorer l'hypertension pulmonaire, la fonction du cœur et surtout le remodelage des petits vaisseaux pulmonaires. Et donc moi, la chance que j'ai eue, vu que je travaille beaucoup dans le domaine de l'hypertension artérielle pulmonaire, non seulement pour comprendre comment ça marche, mais aussi pour essayer de le traiter de façon tout à fait active chez les patients, eh bien, j'ai été amené à être dans un groupe qui anime un essai précoce, un essai de preuve de concept, un essai qui va prouver que le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire avec des médicaments qui permettent de lever l'accélération du remodelage et de rééquilibrer le frein et remodelage, que c'était possible chez l'homme. Et donc ça, c'est l'étude qu'on a sortie dans la plus grande revue médicale qui s'appelle le New England Journal of Medicine, qui est l'étude PULSAR. Alors l'étude PULSAR, c'est une étude que nous, on appelle randomisée, contrôlée, de phase 2. Ça veut dire qu'on a pris des malades qui avaient une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, familiale, associée à la sclérodermie, associée à des maladies congénitales du cœur qui ont été réparées et qui, malgré 1, 2 ou 3 traitements classiques, avaient toujours des anomalies importantes, avec en particulier des résistances à l'écoulement du sang dans les vaisseaux pulmonaires qui restaient très, très élevées, avec des résistances que nous, on appelle à plus de 5 unités Wood, c'est-à-dire plus de 5 fois la normale. Et donc, on a tiré au sort une dose faible de sotatercept, une dose forte de sotatercept et un placebo. La dose faible, c'était 0,3 mg/kg en sous-cutané toutes les 3 semaines. La dose plus forte, c'était 0,7 mg/kg
toutes les 3 semaines. Et puis le placebo, c'était le placebo par sous-cutané également toutes les 3 semaines. Et ce qu'on a regardé, on a regardé s'il y avait une amélioration des résistances à l'écoulement du sang au niveau des vaisseaux par un cathétérisme cardiaque. On a aussi regardé, bien sûr, le test de 6 minutes, le test de marche et aussi des biomarqueurs, des prises de sang, comment le malade se sentait, etc. Et ce qu'on a montré premièrement, c'est que les malades qui ont été inclus dans cette étude, plus de la moitié recevaient déjà plus de 3 médicaments, pardon, pas plus, mais 3 médicaments de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est-à-dire un anti-endothéline, un médicament de la voie du NO et dans plus de 50% des cas, un médicament qui joue sur la voie de la prostacycline. Et cela, en fait, 37% des malades recevaient de la prostacycline intraveineuse ou par voie sous-cutanée. Très, très intéressant. Et les résultats ont été impressionnants parce qu'il y a eu une amélioration de 20% des résistances vasculaires pulmonaires avec la dose de 0,3 mg/kg toutes les 3 semaines et de 34% à 0,7 mg/kg toutes les 3 semaines. Le test de 6 minutes, le test de marche de 6 minutes, eh bien, il s'est amélioré d'environ 25 mètres chez nos malades. Et en plus, chez les malades qui recevaient 3 médicaments, il s'est amélioré de 37 mètres. Donc, c'est assez important. Les marqueurs comme le BNP, qui est un marqueur de fonction cardiaque, s'est amélioré. Et au cathétérisme cardiaque, l'élément le plus important, c'était une baisse des pressions avec une baisse des résistances. Donc ça, c'était très, très excitant. Au point de vue sécuritaire, eh ben, il y avait un peu d'augmentation de l'hémoglobine, pas très préoccupant, et une baisse des taux de plaquettes, mais pas très préoccupant non plus. Donc, pas de signal de sécurité qui soit préoccupant. Et donc, on en est à un stade maintenant où toutes les études de phase 3, c'est-à-dire les études qui doivent aboutir à une mise sur le marché du sotatercept, sont mises en place. Elles ont 3 noms. La première étude, c'est l'étude STELLAR, qui est l'étude de mise sur le marché et qui a comme critère principal l'amélioration du test de marche. Et elle est déjà en route. Il y a déjà une dizaine de malades au jour du 7 juin qui ont été inclus. Et je pense que quand vous serez en réunion le 19 juin, il y en aura encore plus. Et en France, on est installé. C'est-à-dire qu'en France, on va pouvoir inclure des malades. Ensuite, il y a une autre étude qui est l'étude Hyperion, où là, on regarde chez des malades qui sont traités par une ou deux thérapies, en général 2 thérapies, voire même 3, depuis moins de 6 mois, si l'ajout du sotatercept permet d'améliorer l'état des patients et de limiter les hospitalisations et les détériorations cliniques. Donc ça, cette étude Hyperion, elle n'est pas encore mise en place, mais elle va très bientôt l'être. Et il y aura l'étude Zénith, qui est chez des malades plus sévères, qui sont sous 2 ou 3 médicaments de l'HTAP et qui restent très très loin des objectifs de traitement, et voir si le rajout du sotatercept permet de réduire les hospitalisations et tous les événements graves qui peuvent survenir dans la vie d'un hypertendu pulmonaire. Donc, c'est vraiment depuis très longtemps un élément qu'on attendait, c'est-à-dire l'émergence peut-être d'un 4e type de médicament dans l'hypertension pulmonaire. Mais ce que je voulais dire, et Olivier Sidbon va en parler avec tous mes collègues, c'est qu'il n'y a pas que le sotatercept, il y a d'autres médicaments qui sont en voie de développement. Et dans le domaine de l'hypertension artérielle pulmonaire, vous pouvez compter sur les chercheurs et les médecins et les soignants de l'hypertension pulmonaire pour essayer de développer de nouvelles options de traitement. Et bon, ça me permet, moi, de remercier tous les patients, toutes les familles de patients, tous les aidants et l'industrie et les médecins et les soignants pour dire qu'on a une chance folle dans l'hypertension pulmonaire, c'est qu'il y a une communauté. Et cette communauté, elle vise à améliorer, mais de façon très significative, le pronostic de la maladie et à terme, de trouver un traitement efficace, plus efficace que ce qu'on en a actuellement. Donc, je vous souhaite une belle réunion. Je remercie tous mes collègues qui sont avec vous. Moi, je ne suis pas disponible aujourd'hui parce que je suis en train d'organiser une réunion pour les nouvelles
recommandation de l'hypertension pulmonaire, mais je serai de tout cœur avec vous le 19 juin. À très bientôt, au revoir.